Nous revenons avec nos chers invités pour la suite avant de parler de la CEDEAO et de ce sommet à venir qui est extraordinaire, prévu le 7 novembre prochain pour statuer sur le Mali et la Guinée-Conakry. On parle encore un peu de Kémi Séba qui n'est toujours pas le bienvenu à Ouagadougou et presque dans toutes les capitales de l'Afrique francophone. David Diakbavi, j'ai envie de vous poser aussi cette question. Cette jeunesse qui se mobilise derrière Kémi Séba, elle a envie d'entendre les paroles de Kémi Séba? Bien évidemment, c'est une évidence. Les chefs d'État africains ont démissionné face à ce combat qui est aujourd'hui sur le terrain. Ce n'est pas Kémi Séba qui a amené le combat aujourd'hui. Ce combat, il existait depuis très longtemps. Et Kémi Séba incarne en tout cas cet espoir de la jeunesse à travers laquelle il se retrouve et auprès de qui il va puiser des ressources pour justement continuer son combat. Vous savez, les grandes révolutions étaient parties sur des petites mobilisations populaires. Au départ, il parlait de la Chine. La Chine, les gens se sont mobilisés pour avoir un résultat. En France, il y a eu des mobilisations. Aux États-Unis, un peu partout, même en Afrique, il y a eu des mobilisations. Le Togo, l'indépendance du Togo n'a pas été décrétée dans un bureau un beau matin. C'est à la suite d'un combat perpétuel qui a mobilisé la population autour de cet idéal-là. C'est ce que Kémi Séba est en train de... Kémi Séba ne vient pas faire un combat contre un président ou alors contre un peuple, non. Cet homme fait partie d'une génération de jeunes lutteurs africains aujourd'hui, de jeunes, de cette jeunesse qui a soif de changement. Et à partir du moment où vous dirigez ce combat contre la France, vous êtes mal élu chez vous. Même dans les pays francophones africains. Rappelez-vous de Nathalie Yamb, cette Camerounaise, cette activiste qui a choisi de mener un combat contre la présence de la France en Afrique. Rappelez-vous des débats qu'elle avait eus. Elle parlait plus de la Côte d'Ivoire, ce qu'on n'a pas compris, Nathalie Yamb, alors que son pays, le Cameroun, est aussi dans ce cas. Oui, parce que tout le monde sait les alliances qui unissent Ouattara et la France. Et Paul Biya. Voilà. Paul Biya, lui, n'a pas d'alliance avec les Occidentaux. Elle a choisi de faire passer un message dans un pays dans lequel elle a espéré que le message pourra vite passer. Rappelez-vous du Sénégalais, là, Sanko, les débats qu'il avait eu. Quand vous écoutez les discours de Sanko, vous avez en face une personnalité qui a accepté de faire un combat contre la France. Rappelez-vous de Egunti Béanzin, ce jeune franco-bénino-togolais, qui a créé un mouvement qui s'appelle la Ligue de défense noire africaine et dont le mouvement a été dissous par les autorités françaises il y a de cela quelques semaines. Mais quand vous écoutez Egunti, c'est un combat panafricain qu'il est en train de mener. Il ne mène pas un combat pour la France, il mène un combat pour la libération. David, sauf que ces derniers temps, on a l'impression que il y a un broglio entre ce combat dont vous parlez et le populisme. Non, le populisme, ça dépend de quel côté vous vous situez dans le combat de Kémi Séba. Moi, je ne pense pas que Kémi Séba soit un populiste. Non. Kémi Séba a choisi d'être aux côtés de la jeunesse pour porter un combat collectif. C'est ce combat collectif qui fait croire qu'il est aujourd'hui populiste. La preuve, il dérange quand il arrive dans un pays. Si son combat ne portait pas, pourquoi il est tant dérangé? Le député parlait tout à l'heure d'activistes qui sont en Afrique, qui sont plus avancés ou alors plus profondément, profondément virulents. Mais ils ne sont pas dérangés. Mais si le combat de Kémi Séba ne dérange personne, pourquoi il est tout le temps mis dehors? Pourquoi il est tout le temps mis aux arrêts? Il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait le Bénin, il a fait Dakar, il a fait je ne sais pas, pratiquement tous les pays francophones en Afrique. Il n'était pas le bienvenu. Ça veut dire il dérange à un degré. Au lieu que Kémi Séba aille faire des propositions à ses chefs d'État, comme le proposait tout à l'heure Georges Weah, je pense que c'est au chef d'État de venir vers lui aussi, pour l'écouter, parce qu'il porte un combat. Il porte une lutte qui aboutira
véritablement. Les chefs d'État sont des dirigeants. Kémy Séba peut prendre rendez-vous Ces avec mêmes eux. chefs d'État vont prendre des conseils ailleurs, chez le président français. Ils vont prendre des conseils ailleurs, auprès de leurs homologues, etc. Mais Kémy Séba, c'est un être humain. Si tant est que son combat dérange, venez à lui pour l'écouter, pour savoir ce qu'il porte dans son combat. Et en cela, maintenant, la fusion de ces énergies peut apporter quelque chose de concret. J'estime bien. Ouais. Alors, honorable, Kémy Séba doit aller vers les dirigeants ou bien ce sont ces derniers qui doivent essayer de le consulter, de l'appeler? En principe, les deux mouvements sont quand même à prôner. Et que Kémy Séba aille vers les dirigeants ou que les dirigeants. Le mouvement inverse, c'est la même chose. Les deux, il peut aussi prendre la décision d'aller vers les chefs de l'État, des chefs d'État pour leur proposer son idée. Mais ici, la question ne se pose pas à ce niveau. À ce niveau. La question, je l'ai dit tantôt, c'est une question de méthode. Lorsque il y a quand même dans tout pays, mais sur le plan universel, même des principes. Quand vous portez quand même une idée, un objectif, il faut, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il faut quand même un cheminement donné. Et quand vous cheminez vers cet objectif-là, il y a certains principes, pour ne pas dire même certaines valeurs même qu'il faut quand même adopter. Moi, je ne suis pas contre son idée, son combat. C'est la manière de le faire. C'est la stratégie peut-être. Et c'est tout Africain, tout bon Africain quand même, c'est son combat quotidien. Il a dit depuis nos grands-parents pour avoir l'indépendance et ça n'a pas été facile. La lutte pour la libération complète de l'Afrique. Mais arrivé à un certain moment, vous allez savoir, si vous lisez bien l'histoire, on vous dira que certains radicaux qui, arrivés à un certain moment, ont changé quand même de stratégie pour pouvoir atteindre leur objectif et celui d'avoir l'indépendance de leur pays. Mais ici, je parlais tout à l'heure, c'est une question de valeur, de principe. Parce qu'il y a aussi certains activistes, des regroupements même. Quand on parle de balai citoyen, le balai citoyen, tout ça là, balai citoyen au Burkina Faso, il y en a marre au Sénégal. Leurs objectifs quand même, les gens, ils mobilisent derrière eux beaucoup de monde, plus que même Kémy Séba. Mais il y a quand même des méthodes. Ils exercent leurs activités comme il faut. C'est de ça que moi je parle. Donc je dis, son combat est noble. Et la libération, entre guillemets, de l'Afrique, que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique aussi, dans le concert des nations, les pays africains soient quand même respectés. Et que la gestion des pays soit quand même, que nous gérons nos pays de façon autonome. Et il est vrai que nous devons tisser des partenariats selon nos intérêts. Mais s'il faut mener un combat qui est noble, il faut quand même avoir certaines méthodes et qui nous permettent de pouvoir atteindre les objectifs. Et moi, je le dis, je le répète, les mouvements comme Y'en a marre et les balais citoyens, Philippines et autres, font de trucs extraordinaires. Et même au niveau de leur pays, même ils obtiennent quand même certaines revendications, ils obtiennent quand même gain de cause. Et au niveau africain, ce sont des panafricanistes aussi. Donc, arrivé à un certain moment, qui arrivent à faire des alliances et qui font des regroupements pour pouvoir être encore plus forts. Donc, je le dis, sa lutte, son combat est noble, mais il faut qu'il change de méthode pour pouvoir... Parce qu'on a besoin, l'Afrique a vraiment besoin de lui dans le cheminement vers notre indépendance complète. Notre indépendance définitive, alors que ces méthodes ne permettent pas qu'il exprime bien son idée et qu'il puisse avoir aussi certaines alliances et intégrer même, pourquoi pas, des regroupements qui ont le même objectif que lui pour pouvoir porter au savoir. Et ces regroupements, juste quelques secondes, David. Je voudrais juste apporter quelques précisions à la position de Beau Soleil tout à l'heure.
je voudrais dire que ces mouvements dont il parle, il y en a marre. Philimbine, Balancido, ouais. Voilà, il y en a aussi au Sénégal et tout ça. Leur combat est un combat interne. Et qui vise un objectif, Et peut-être gêner le pouvoir en place. Ce mouvement a encore appelé au départ de la France Si. sur leur territoire. Si. On a vu des mouvements citoyens au Mali qui appellent, Oui, au Mali, Ouais. qui appelle au départ de la France. France. Oui, mais quand je prends le ballet citoyen, au Burkina, Il y en a marre au Sénégal. on a encore appelé au départ de la France de leur territoire. Le ballet citoyen avait fait un combat pour faire partie comparée, si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Il y en a marre. C'est pour avait appelé au respect de la Constitution. Ouais. Autant d'Abdoulaye Abdoulaye Wade. Et quand il voulait modifier la Constitution. Constitution, etc., quand vous arrivez en RDC, Philimbine, c'est pour Joseph Kabila. etc., c'est des gardiens de la Constitution de ces pays-là. Mais quand vous venez vers Kémy Séba, vous comprenez que son combat, il est beaucoup plus dirigé contre la France. Et quand un combat est dirigé contre la France dans un pays francophone africain, ça dérange. Ça dérange le président, ça dérange le gouvernement, ça dérange les rapports et les relations entre la France et ce pays-là. Et donc, forcément, il faut bloquer cet activisme pour que sa pensée ou sa position n'aille plus loin que ce qui peut être permis. C'est ce qui est arrivé à Kémy Séba. Et c'est la petite différence que je voulais ajouter à la Et cette différence risque de gêner aussi les sociétés civiles implantées en Afrique. Hein. David Jagbavi l'a dit, on a la Loucha, Philimbine en RDC qui font un travail formidable. Il y a le Balin citoyen au Burkina Faso, il y en a marre au Sénégal. On trouve des sociétés civiles également au Soudan. Georges, comme David l'a dit, on a l'impression que la lutte est focalisée sur le pouvoir en place, la modification des constitutions et autres. Mais Kémy Séba, c'est contre la France. On a l'impression qu'il a une haine viscérale contre la France. En fait, je suis content de la précision de David tout à l'heure, puisque vous savez, quand il a cité ces mouvements-là qui sont focalisés pour la lutte contre les pouvoirs en place, je suis très content. Moi, mon problème, c'est qu'au-delà de ce qu'on appelle « il dérange », quelle est la stratégie? Il dérange. Pendant 5 ans, il dérange. Mais c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, oui, il est vrai, que, vous savez, la jeunesse aujourd'hui, malheureusement pour nous, attend plus les flatteurs. C'est-à-dire que les beaux parleurs. C'est d'ailleurs pourquoi, selon vous, elle suit Kémy Séba, cette jeunesse? Oui, effectivement. C'est parce que il a dit, il y a un désengagement, effectivement, de beaucoup de chefs d'État qui ne tiennent pas, qui ne veulent pas forcément flatter, hein. Parce que quand je dis désengagement, parce qu'il ne veut plus faire, il y a beaucoup de chefs d'État qui ne veulent plus tomber dans les politiques politiciennes, mais aller au concret. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec Kémy Séba, que j'avais commencé à suivre effectivement pendant longtemps, mais j'ai compris qu'au-delà des débats, des beaux discours, de tout ce qui se passe, au-delà de ça, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il propose? C'est ça? Non seulement qu'est-ce qu'il propose, quel est le résultat? À un moment donné, il doit faire le bilan pour voir, bon, là où on a commencé, là où on est arrivé. On n'a pas le résultat parce qu'il est gêné par les chefs d'État, il est gêné par le gouvernement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Derrière toutes ces mobilisations, derrière toutes ces mobilisations, même s'ils ne dévoilent pas la stratégie, que les résultats entendus doivent nous éclairer, doivent nous dire effectivement qu'il y a de stratégie, qu'il y a de la méthode. Donc pour le moment, il n'y a rien de clair. Mais aujourd'hui, depuis qu'il avait commencé, ce qu'il avait commencé jusqu'à présent, qu'il nous fasse le bilan, qu'ils nous disent, OK, qu'il y a des avancées. C'est pour cela que je dis plus de stratégie et du concret. En fait, quand je parlais de Kémy Séba qui doit aller comme une force de proposition pour travailler avec les chefs d'État. Vous voyez ce qui se passe au niveau des transitions, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, ça a réussi. Pourquoi? Parce que, entre-temps, les gens sont dans une position où ils peuvent l'écouter. Ce n'est pas l'autre qui s'est déplacé. Kémy Séba n'a pas dit que le Assimi Goïta l'a invité.
ni Doumbouya ne l'a pas invité. Mais quand il a vu la position, il a saisi l'occasion pour aller proposer quelque chose. Donc, ce qui veut dire tout simplement que s'il pouvait, à côté de ces mobilisations-là, avoir de stratégies pour avoir le résultat. Nous sommes tous trois sur ce plateau et nous disons que effectivement ce qu'il dit, c'est bien pour nous. C'est noble sa position. Mais seulement, est-ce qu'il faut parler? Comme on le dit chez nous, le bâton qu'on veut utiliser pour taper un enfant, on ne lui montre pas. Non. On ne lui montre pas. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a l'habitude, on a comme l'impression qu'il crie parce qu'il va parler du franc CFA. Oui, David, juste une minute. Oui. Merci beaucoup, monsieur le député, de m'avoir permis. Non, il faut quand même aller... Il faut être sérieux. Je pense que s'il n'y avait pas de résultats dans les actions de Kémy, quels sont ces résultats? Il a brûlé le billet de franc CFA. L'éveil de conscience collective de la part des Africains sur la question de la présence de la France, justement. Il n'est pas le seul. Il n'est pas celui qui a commencé. Qui a été pendant très longtemps un sujet tabou dans nos pays. Non, et ce n'est pas... Demander à la France de quitter le territoire d'un pays dans le temps, c'était... Comme au Mali, actuellement. C'était un crime imprescriptible. Et ce n'est pas... Donc, vous pensez que Kéba a agi véritablement? Il porte ce combat et il arrive véritablement à expliquer les raisons qui fondent la nécessité de départ de la France des territoires africains. Dans le temps, c'était pas... Même si vous dites que beaucoup de panafricains avaient porté ce combat, ça s'est arrêté à un niveau, lui, il continue. Ça, c'est en pour terminer. Le combat sur le franc CFA, qu'on l'aime ou pas, il faut quand même reconnaître que les actions ponctuelles de Kémy Séba ont quand même permis aux Africains de comprendre la nécessité aujourd'hui de forcer le départ de ces pays africains du franc CFA. Dans le temps, ça a été aussi contenu comme un sujet tabou. Demander en Côte d'Ivoire, demander à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en tout cas dans ces pays francophones, de sortir du franc CFA était un sujet tabou. Il n'est pas à l'origine. Beaucoup, Kémy Séba a participé, en tout cas aux Africains, de comprendre la nécessité de ce départ de cette communauté. Ce que je voudrais ajouter, c'est que quand vous prenez certains mouvements, la société civile comme ceux dont... Yanama, Filimbi, La Lucha et Balai Citoyen, c'est qu'au départ, ils avaient porté des visions au niveau national pour pouvoir atteindre certains objectifs au niveau national. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont dépassé ce niveau. Et tu me rappelles bien, bon, je ne sais pas si c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était en RDC, ils se sont retrouvés. Et quand vous attendez, vous écoutez leurs discours, c'est des discours panafricanistes. Et quand ils sortent de l'espace RDC. Parce qu'ils ont déjà atteint certains objectifs. On vient de dire maintenant que le balai citoyen, par exemple, a été constitué pour chasser. Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, mais ça continue. Et au-delà de ce qu'ils font au niveau national, ils se sont retrouvés pour dire que non. Mais il faut que l'Afrique en général bénéficie de ce combat et soit libérée. Soit libérée de qui? Mais c'est de la France. Ils portent ces discours-là pour dire que la France doit cesser d'intervenir dans les affaires internes de leur pays et que leur pays doivent être autonomes. Et quand on dit ça, c'est qu'ils ont les mêmes idées que... Et d'ailleurs, sur ce plateau, mais toutefois, moi, quand ce qui concerne l'ingérence de la France dans les actions africaines... Vous dénoncez cela. Mais d'ailleurs, l'autre fois, quand j'étais avec David concernant la diversité des partenariats, d'ailleurs, c'est pour cela que je soutiens le partenariat du Togo avec la Turquie, qui n'avait pas aimé, qu'il veut toujours que ça soit la France, alors que c'est... D'ailleurs, je voudrais préciser quelque chose. Il n'est pas contre la France. Il est contre l'oligarchie française qui... quand on dit il n'est pas contre la France, c'est pour cela que moi, ça m'intéresse son combat. Mais moi, ce que je dis... C'est la manière de... La manière, la stratégie. Il ne demande pas le départ de la Chine et des États-Unis, de la Belgique. Il faut une durée et de la Turquie. Il faut des objectifs pour avoir un résultat. Il laisse la Chine, la Belgique et autres. C'est d'abord quand on dit son combat, c'est plus...
vise plus la France. La Russie également. On va parler également, avec votre permission, de ce sommet extraordinaire à venir, le 7 novembre précisément, statué sur le cas malien et le cas guinéen de Conakry. David Diakbavi, on va parler de ces pays. On sait qu'entre la CEDEAO et ces pays, c'est le froid total, si on peut le dire. Récemment, le représentant spécial de la CEDEAO à Bamako a été tout simplement prié de plier ses bagages. Il s'agit de Mamadou Boli. Alors ce sommet, qu'est-ce qui va sortir justement précisément de ce sommet? Ce dernier sommet ne sera pas différent des autres qui ont déjà été organisés par ces mêmes chefs d'État au sein de la CEDEAO. Il n'y aura pas de différence. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est peut-être rappeler les dates des échéances électorales, ou rappeler le passage du pouvoir au civil, ou alors rappeler les engagements que la junte avait pris dans le temps. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? La CEDEAO, elle s'est totalement vidée dans le dossier du Mali et de la Guinée depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les faits donnent raison à ces dirigeants maliens. Aller jusqu'à faire expulser le représentant de la CEDEAO, ça veut dire que vous n'êtes plus la bienvenue chez eux. Ça veut dire que le Mali n'a plus envie de vous avoir à ses côtés dans ce combat transitoire qui doit passer, qui doit résoudre les problèmes politiques auxquels le pays était confronté. Ça veut dire aussi que le Mali ne vous fait plus confiance. Si vous êtes une communauté et que vous choisissez de regarder d'un seul côté, sans forcément prêter attention à ce que le peuple ou la population concernée veut dire, vous ne passerez pas bien. Et dans ce dossier de la CEDEAO face au Mali, tout le monde s'accorde à dire que la CEDEAO n'a pas encore véritablement joué sa partition. Il reste encore beaucoup de choses. Et j'estime quand même qu'à un moment, il faut aussi donner la parole au peuple malien. La CEDEAO ne dirige aucun pays de la CEDEAO. Les chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO, là, ils n'ont pas, le député parlait tout à l'heure de souveraineté d'un pays, d'un État. Il faut quand même respecter cette souveraineté. Ce n'est pas la CEDEAO qui a fait un coup d'État. Ce n'est pas les chefs d'État de la CEDEAO qui ont fait un coup d'État au Mali. C'est parce qu'il y avait une urgence. L'armée est sortie de ses casernes, elle est venue prendre le pouvoir et est en train de mettre en place les instruments nécessaires pour aller vers une transition paisible qui va aboutir à des élections, accompagner cette transition. Et donc moi je dis, ce sommet du 7 novembre ne sera pas différent de ce qui a déjà été fait, puisque par 2 ou 3 fois, la CEDEAO s'était déjà réunie sur la question du Mali. C'était les mêmes recommandations. Il faut plutôt aller vers l'écoute du peuple malien pour l'aider justement à avancer dans la gestion de cette crise-là qui a profondément divisé ce pays depuis très longtemps. Vers l'écoute du peuple malien. Honorable Beausoleil Obekou, sur toutes les lignes, il y a divergence entre la CEDEAO et le Mali, parce qu'on va parler du Mali et de la Guinée-Conakry. Il y aura sans doute la question des élections, respecter l'échéance des élections à venir. On parle de février 2022. Il y aura également ce problème du groupe Wagner. Qu'est-ce qui attend le Mali concrètement le 7 novembre prochain? Moi, je crois que concrètement, on va parler des élections et du respect du délai de la transition. Et nous savons aussi que en février, on ne peut pas tenir les élections en février au Mali. Donc la CEDEAO, moi j'estime qu'au cours de ce sommet, qui est un sommet comme les autres, vraiment, parce que ça fait partie des principes de la CEDEAO. Il faut que lorsqu'il y a des problèmes, les chefs d'État doivent se retrouver. Et sauf que ici, ils seront plus fermes parce que quand on voit le cheminement ou bien l'évolution de la situation, on a tendance à dire que le sommet prochain, le sommet du 7 novembre ne sera pas aussi comme ce qui s'est déjà passé avec le Mali. Parce que vous savez que le 17 octobre passé, le président ghanéen était déjà allé à Bamako pour, où il a tenu un langage très ferme par rapport à la tenue des élections. Donc je crois qu'actuellement, la CEDEAO va encore évoluer un peu sur au niveau de sa stratégie. Sa stratégie d'appeler
les dirigeants de la transition malienne à quand même accélérer les choses. Et nous savons que quand on parle de la souveraineté, chaque pays est souverain, c'est vrai. Mais les organisations internationales aussi, on n'a pas forcé un pays à y adhérer. Et lorsqu'on adhère quand vous adhérez, il faut respecter les principes qu'on vote, mais qu'on adopte ensemble. Et je crois que le Mali était présent quand on adoptait ces principes-là. Tout ce que la CEDEAO demande au Mali, ça a été adopté aussi de commun accord avec tous les pays, y compris le Mali. Et lorsque vous êtes en faute, on est obligé de vous rappeler cela. Ce n'est pas que le Mali est à part et que l'organisation sous-régionale est à part. Le Mali fait partie de cette organisation sous-régionale et cette organisation a des principes et des règles à respecter. Je prends par exemple au niveau de l'Union européenne, lorsque la Hongrie fait et marche à côté un peu des la Hongrie de Viktor Orban. On le rappelle à l'ordre. Et il y a aussi des sanctions. Lorsqu'on vous rappelle à l'ordre que vous ne respectez pas ces principes-là, il y a des sanctions qui vont suivre. Et la CEDEAO aussi, c'est la même chose. On va rappeler au Mali, j'estime qu'on va rappeler aux autorités maliennes leur engagement, la parole qu'ils ont donnée ensemble avec l'organisation sous-régionale de tenir les élections le 27 février prochain. Lorsque le délai est intenable, il va falloir négocier avec cette organisation-là parce qu'on a beau être souverain, mais c'est nous-mêmes, c'est le pays, le Mali même qui a participé à l'élaboration de ces principes et de ces règles. Donc, il doit le respecter. Et aussi, il faut adopter une stratégie, une position diplomatique. Lorsqu'on expulse les représentants, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Et à la fin, lorsque les sanctions vont tomber, on va parler encore de la CEDEAO qui est une organisation qui n'est pas crédible, tout ça là, alors que c'est nous-mêmes. Ensemble, c'est tous les pays qui se sont retrouvés pour mettre en place ces stratégies-là. Le Mali aujourd'hui serait été un autre pays que le Mali, les dirigeants maliens devraient encore aussi insister pour que ces pays-là reviennent, ces dirigeants reviennent à de meilleurs sentiments. Et actuellement, on parle des peuples. Je crois que le peuple malien a besoin d'avoir les dirigeants crédibles. Ces dirigeants-là, et les dirigeants crédibles, ce sont des gens-là que le peuple même a choisi. C'est pour cela que lorsqu'on a fait un coup d'État, on est dans l'illégalité. Et lorsqu'on accepte cette illégalité-là, c'est pour pouvoir arranger quelque chose. Ce qu'on veut arranger, c'est que mettre en place des institutions crédibles et qui émanent du peuple. Donc, il faut aller à ces élections et que le peuple même choisisse ceux-là que lui-même veut qu'il le dirige. Et en ce moment, on peut poser des actes. Pourquoi aller, par exemple, faire des assises nationales alors qu'on vous a dit, la feuille de route, le principal objectif, c'est les élections. Quand vous faites des élections et que le peuple même se prononce pour choisir les dirigeants crédibles, ces dirigeants peuvent décider de selon vous, ils font tout pour s'éterniser du moins au pouvoir. Parce que pour le moment, on ne voit pas des signaux des élections à venir. Je ne peux pas dire qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir, mais il n'y a pas de signes d'organisation des élections pour mettre sur pied des dirigeants crédibles. Ce pourquoi ils sont venus d'ailleurs, et ce pourquoi ils ont le motif de leur coup d'État. Et aussi, je vais terminer là, au niveau des accords, tout ça là au niveau. Quand on est un gouvernement de transition, on n'a pas cette crédibilité-là de pouvoir passer des accords, certains accords. Donc, le principe, c'est que quand vous dites que ça ne va pas et que vous venez pour arranger les choses, il faut interroger le peuple. Et le peuple vote. C'est la démocratie, on veut mettre sur pied la démocratie. Et le Mali n'est pas à sa première transition. Il ne faut pas dire qu'il faut mettre tout en place, il faut faire 5 ans pour aplanir tout avant d'aller aux élections. Mais si vous allez aux élections et qu'il y a encore des gens que le peuple élit et qui ne sont pas crédibles ou bien qui ne mettent pas en place en exécution ce que vous avez, la transition a mis sur pied, ça ne peut pas marcher. Maintenant, il faut aller aux élections, parler des élections et que le peuple choisisse les vrais dirigeants pour pouvoir maintenant mener des réformes. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signe, comme vous l'aviez dit, honorable Beau Soleil Obekou. Nous, on nous fait signe qu'on a un journal. On va marquer donc cette pause pour le journal. On revient avec vous. On va donner la parole à Georges Eo qui a envie tellement de parler.